Retrouvez Dr M avec Masservie. Masservie, assurance vie, voyage, santé. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'émission Dr M. Aujourd'hui, nous allons tenter de découvrir si la pratique sportive est conseillée pendant le mois de Ramadan. Si oui, comment pratiquer le sport pendant ce mois sans mettre notre santé en danger? Quel sport choisir? Quand le pratiquer, avant ou après le ftour? Pour vous aider à répondre à nos questions, j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Djelil Meraska, consultant en nutrition et coach sportif diplômé de l'Université Paris-Descartes. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, merci. Ouais, c'est le mec. Alors monsieur Djelil, pouvez-vous nous donner quelques bienfaits du sport? Alors déjà, l'activité physique d'une manière générale, on peut parler de l'activité physique à travers l'histoire. On peut Très bien, faire oui. un petit topo dans ce sens. En fait, il faut savoir que nos ancêtres, ils pratiquaient du sport, mais d'une manière très spontanée. C'était carrément leur c'était leur style de vie, c'était leur quotidien. Donc pour subvenir à leurs besoins, ils faisaient de l'activité physique. Au point où ils appelaient l'activité physique tout simplement la vie. Voilà, c'était leur vie. Voilà. Donc, faut savoir que l'activité physique a existé depuis très longtemps et c'est quelque chose de très naturel chez l'être humain. Et les bienfaits sont indéniables. Voilà. Quand on parle de l'activité physique, les bienfaits sont sur le plan physiologique, bien sûr, donc à savoir donc la réduction de maladies cardiovasculaires, à savoir les maladies cancéreuses et tout ce qui est maladies modernes, si on peut dire ça comme ça. Ensuite, si on prend le volet mental, c'est aussi très important car le sport maintenant traite pas mal de pathologies psychologiques, de type dépression mineure, de type anxiété, de type voilà. Donc le sport est très important sur les deux plans. Donc on dit que le sport, c'est les bienfaits du sport sont et pour le petit et pour le grand et pour tout le monde. Voilà. Donc les bienfaits du sport sont très importants. Voilà. Et quand vous dites que les bienfaits sont d'un point de vue par rapport à la dépression, par rapport à l'anxiété, est-ce que vous pouvez développer par rapport à ça? Oui, bien sûr. En fait, quand on parle de l'activité physique, il y a un principe qui est d'abord physiologique. Quand on fait du sport, peu importe l'activité, c'est-à-dire que ça soit une activité légère ou une activité modérée ou une marche, tout simplement, parce que la marche est considérée comme une activité physique. Et quand on fait du sport, il y a en fait un principe physiologique, ça se passe au niveau du cerveau, donc c'est au niveau de la chimie du cerveau. Donc il y a des neurotransmetteurs qui sont sécrétés, à savoir donc la sérotonine et aussi la dopamine, d'accord. Donc c'est deux neurohormones qui sont sécrétées et qui donnent justement cette sensation de bien-être, de relaxation, si on peut dire ça comme ça, après la séance de sport. Et c'est ce qui explique qu'il y a une amélioration de l'état d'humeur de la personne. Donc c'est la corrélation directe entre l'effet psychologique positif du sport et voilà, et traitement de certaines pathologies psychologiques. Quand on parle de pathologie, c'est-à-dire je parle d'un principe de prévention. Alors on parle de la médecine préventive ou voilà. En tout cas, le sport en fait partie. Le sport fait partie de l'hygiène de vie d'un être humain. Donc ça devrait pas être une option, c'est plutôt quelque chose de très important, voilà, crucial même. Et justement, par rapport à Ramadan, est-ce que c'est les mêmes bienfaits? Justement, donc en parlant de Ramadan, puisque c'est une exception, donc c'est 4 semaines sur toute l'année, donc ça représente vraiment une période qui est restreinte, qui est courte. Donc faire du sport pendant le Ramadan, oui, c'est très bien, c'est-à-dire dans le sens où on va compléter les bienfaits du jeûne qui sont là, qui sont validés par la science physiologique, mentale aussi, donc on va en parler. Et le sport va être là justement pour combler ou compléter ces vertus du jeûne. Donc à savoir, faire du sport va permettre à la personne d'augmenter un petit peu ses dépenses énergétiques totales, de 1, de 2, améliorer son état d'humeur, donc avec une marche, un petit sport, un petit footing ou même des sports de force qui sont très en vogue actuellement.
Voilà, donc sinon les bienfaits du sport, que ça soit pendant Ramadan ou en dehors de Ramadan, ils sont toujours là. Oui, je me suis dit peut-être que, étant donné que l'organisme est on est beaucoup plus sollicité pendant Ramadan, on est plus fatigué, peut-être les bienfaits ils nous reçoivent, alors que c'est tout à fait le contraire. En fait, oui et non, ça dépend des cas, ça dépend de comment on mène notre quotidien, comment on arrive à gérer ce sport, parce que quand on parle de sport, il faut assurer derrière donc un principe de récupération qui est le sommeil, qui est très important, aussi le volet nutritionnel, c'est-à-dire on doit récupérer via l'alimentation et via le sommeil, donc c'est deux volets qui sont très très importants si on veut justement progresser dans cette activité physique, si c'est le but. Et donc ça dépend en fait quel est l'objectif de la personne en faisant l'activité physique. C'est le cas, donc il y a des personnes qui font du sport juste pour se sentir bien dans leur peau, il y a des gens qui font du sport pour augmenter leur performance, pour changer leur composition corporelle, à savoir une prise de masse musculaire, une perte de gras, donc c'est vraiment individuel, voilà. Mais après, si on parle d'une manière générale, on peut donner des recommandations. Faire du sport pendant Ramadan, c'est généralement une activité qui doit être tout simplement maîtriser à la sab les autres facteurs, parce que généralement quand on parle de sommeil ou de gestion alimentaire pendant Ramadan, on va pas dire que c'est les meilleures conditions pour faire son sport le plus normalement du monde, c'est-à-dire on n'a pas toutes les conditions qui sont réunies pour faire notre sport avec le plein d'énergie. Donc, par exemple les personnes insomniaques qui ne dorment pas beaucoup la nuit. Oui. Et qui veulent pratiquer le sport alors qu'ils n'ont pas beaucoup, ils ont dormi 1 ou 2 heures. Ouais. Après une journée de jeûne, ça peut être déconseillé. Ça peut être déconseillé. Et généralement, c'est le facteur qui est très limitant pendant le mois de Ramadan, c'est le manque de sommeil. Et justement parce qu'il y a cette perturbation au niveau des horaires, donc de l'horloge biologique, donc il y a notre en fait rythme circadien qui est complètement chamboulé. C'est-à-dire la personne a des habitudes de sommeil et ils vont être modifiés pendant le mois de Ramadan pour une raison ou une autre. Généralement c'est culturel, traditionnel, voilà. Et la personne donc veille plus qu'il en faut, voilà. Notre sabah, elle va aller au boulot, donc ça va être un peu compliqué pour qu'elle puisse suivre un rythme d'hygiène de vie qui est optimal avec l'activité physique et avec la nutrition. Ça ne veut pas dire qu'elle peut pas faire son sport si elle dort moins bien que d'habitude, mais elle doit doser en fait peut-être diminuer l'activité physique. Oui, diminuer ou l'activité physique et c'est certains critères, c'est-à-dire si on parle par exemple de l'intensité de l'exercice, si on parle du volume de travail de l'exercice, si on parle de la fréquence des entraînements, voilà, tout ça va être généralement revu à la baisse. D'accord, très bien. C'est dans ce sens. Et là, on est en train de parler des personnes en bonne santé, mais il y a des personnes diabétiques qui ont une hypertension. Qu'est-ce que vous leur conseillez? Bon, ça c'est une population qui est spécifique. Bon, on va dire c'est des pathologies. Donc des personnes qui ont des pathologies, tout simplement le premier conseiller qui est habilité justement à leur conseiller, que ça soit l'activité physique ou la gestion alimentaire, c'est leur médecin traitant direct. Voilà. D'accord. Donc c'est à lui de doser en fait par rapport à son traitement, par rapport ne pas prendre de risque, aller directement chez le médecin. Exact. D'accord. C'est ça. Tout à fait. Très bien. Et par rapport quel sport on peut pratiquer pendant Ramadan et à quel rythme? En fait, par rapport à l'activité physique, c'est-à-dire le type d'activité physique, c'est vraiment à la la personne en fait qu'est-ce qu'elle aime bien faire. Ça c'est très important, je le dis souvent, et on oublie ce volet qui est d'apprécier l'activité physique tout simplement. On peut pas imposer une certaine discipline, donc ça c'est en dehors de Ramadan, c'est pas juste pendant Ramadan. Donc c'est de faire une activité qu'on aime bien faire et pour qu'on puisse la faire le plus longtemps possible. Donc c'est dans ce sens, pour qu'on puisse faire le sport sur le long terme, puisqu'on a dit que le sport, c'est pour la vie. Donc, ce n'est pas quelque chose de saisonnier ou voilà, exactement. Ce n'est pas juste pendant Ramadan. Voilà. Donc, ça me fait rire justement quand il y a des personnes qui veulent commencer le sport pendant Ramadan. C'est ce que j'allais vous poser comme question. Donc, c'est très bien. Exactement. Voilà. Donc, c'est bien au contraire. Donc, Ramadan, il faut diminuer un petit peu. Voilà. Et continuer juste après. Voilà. Pour qu'on puisse rester motivé, pour qu'on soit pas, notre énergie va pas être épuisée et tout. Et après Ramadan, on sera peut-être, on va faire un break de
semaine. Qui va. Généralement, ça dépend comment on a mené l'activité physique, comment on a géré notre sommeil, qui est le problème majeur pendant Ramadan, il faut le dire. Ce n'est pas la gestion alimentaire ni autre chose, mais généralement c'est le manque de sommeil quand il est cumulé après Ramadan, donc il y a des séquelles qui restent justement quelques jours après. Donc si on ajoute le sport, qui est un stress physiologique, oui, bien sûr, qui mobilise des ressources. Qui mobilise des ressources, mais qui reste positif sur le champ, c'est-à-dire pendant l'activité physique. Mais c'est une dette qui sera cumulée par rapport à notre récupération générale, optimale, c'est-à-dire sommeil et autre chose, gestion de stress, c'est beaucoup de choses. Donc par rapport au rythme, vous conseillez, par exemple, d'habitude, il est conseillé de faire 1 heure de sport, enfin on va dire 3/4 d'heure à 1 heure de sport. Donc pendant le Ramadan, vous conseillez à peu près combien de minutes? En fait, généralement, c'est pas plus de 45 minutes à 1 heure. C'est grand max. Oh, c'est beaucoup déjà. C'est déjà, oui, en fait, ça dépend. C'est pour ça que je vous ai dit, ça dépend dans quelle filière énergétique on est. Donc, est-ce qu'on a fait du footing ou plutôt de la musculation? C'est deux filières complètement différentes. Donc, si on est dans des sports de force, c'est-à-dire qui requièrent donc de l'énergie au niveau de notre foie, au niveau de nos muscles, à savoir donc le glycogène. Ici, on fait ça à jeun. Ça va être un petit peu problématique. Mais si c'est une activité qui est moins intense, un type footing. Marche, un petit footing, donc ça va pas mobiliser énormément de réserves et on peut faire ça le plus normalement du monde et faire une petite marche d'une demi-heure ou de 45 minutes, voilà. Mais sinon, si c'est un sport de force qui demande justement donc une certaine intensité, donc là, il va falloir justement gérer la séance, c'est-à-dire il faut que il est temps de récupération entre les séries, c'est-à-dire les séries de travail vont être un peu plus prolongées, donc les charges de travail vont être diminuées et le volume global, c'est-à-dire si la personne a l'habitude de s'entraîner en temps normal, l'habitude de s'entraîner tous les jours ou un jour sur deux, donc va diminuer ça de 50% en moyenne. Voilà. Justement. Donc ça, c'est dans ce sens. C'est toujours le but en fait, c'est de rester en maintien pendant ce mois par rapport à sa performance ou sa composition corporelle, mais ce n'est pas d'essayer d'excéder de viser des performances ou d'essayer de changer son esthétique pendant le mois de Ramadan. C'est pas du tout conseillé. En tout cas, dans la plupart des cas, ça échoue. D'accord, voilà. Très bien. Et vous conseillez plutôt le sport en salle ou le sport en plein air? Pendant Ramadan. Oui, voilà. Il y a, ça dépend de quel type d'activité physique. Encore une fois, c'est très important parce que si on fait une activité aérobie, donc de type marche ou footing ou une activité aérobie, ça veut dire qu'on utilise principalement donc des voies oxydatives. Donc quand on fait une marche, on va utiliser l'activité généralement elle est prolongée et moins intense. Donc c'est ça généralement ce qui est aérobiose. Et quand on fait ça, généralement il est préférable de faire dehors. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'aérobie veut dire présence d'oxygène. Donc, quand on fait dehors, donc on oxygène mieux via les voies respiratoires et tout. Donc, donc l'activité footing ou marche et tout, vaut mieux la faire dehors et éviter de les tapis roulants, donc bzaf et tout. Surtout, il faut profiter parce que ces derniers jours il fait beau, donc c'est pas, ça va, y a pas trop de soleil, exactement, il n'y a pas trop de soleil, c'est gérable, donc on peut faire un petit footing après le ftar et une petite marche même, ça peut être après le ftar pour certains parce que ça dépend des contraintes, c'est pas tout le monde qui peut le faire avant ou après, on va en parler justement. Et sinon pour ce qui est activité de force, puisque c'est généralement ça appelle à une voie anaérobie, donc on manque d'oxygène, on peut le faire dans une salle de sport. Très bien. Voilà. Et par rapport à... Alors, vous conseillez plutôt avant ou après le ftar, la pratique du sport? Donc, généralement, si on prend le principe parce qu'on revient toujours au conditionnel, donc, s'il y a quelque chose si on prend l'activité physique, on prend le sommeil ou la gestion alimentaire en général, s'il y a quelque chose parmi ces trois dont laquelle il faut jamais sacrifier, c'est le sommeil. Donc partant de ce principe, donc faire le sport avant le ftar serait idéal. Pourquoi? Parce que tout simplement on va faire la séance de sport avant le ftar, ensuite on mange, on fait le plein d'énergie, donc à savoir, donc après il faut savoir quoi manger aussi, il faut savoir composer son assiette et tout. On peut en parler si tu veux. Oui, si vous voulez, oui, bien sûr. Et donc faire sa séance
avant le maghrib, et comme ça donc la personne va pas mobiliser son énergie ou ses réserves après le ftar, surtout si elle a mangé un gros repas, donc ça va être un peu problématique au niveau du tractus digestif. Donc si elle fait sa séance après le ftar, déjà donc elle va activer son système nerveux sympathique, c'est-à-dire le stress, elle va enclencher un stress le soir. Donc il y aura une surexcitation et un manque de sommeil. Exactement, donc il y aura une excitabilité qui sera élevée à 22h ou 23h, et à 22h, 23h, en principe, on se prépare à dormir. C'est-à-dire même si c'est à 99% de la population algérienne qui dort pas à 22h, on va le dire, mais qu'elle fait pas sa séance de sport, surtout si elle est intense. Au moins, elle est là, elle se repose, ou elle fait le tarawih, voilà, le muhim, elle est dans une activité où elle est relaxée. Elle n'est pas dans une activité physique où elle soulève des poids, où elle fait un marathon le soir, ou voilà. En tout cas, et surtout par rapport à la digestion. Parce que généralement, si on s'y connaît pas en nutrition humaine, et si on ne sait pas gérer notre nutrition autour de l'entraînement, ça va être problématique pour beaucoup de personnes. C'est-à-dire, pour eux, ils vont manger, faire le plein et faire leur séance. Non, il faut choisir quoi manger par rapport à l'assimilation et tout. Et c'est comme ça qu'on puisse faire la séance. Donc je suis ni contre ni pour en fait. On peut faire sa séance le soir à condition que ce soit un week-end par exemple. Vous savez que vous allez pouvoir dormir à 3h, 4h du matin. Exact. En fait, après, il y a ça aussi, ça peut être problématique parce qu'en fait, il y a l'horaire aussi, le timing de sommeil qui est très important. C'est-à-dire, si on parle de sommeil réparateur, ce n'est pas le sommeil, ce n'est pas le sommeil, le sommeil profond, en fait, généralement, il commence avant minuit, en général. À l'hsab, le rythme biologique et le cycle veille-sommeil. Donc, ça dépend où on vit, voilà. Donc, le soleil et tout. Généralement, donc, à partir de 23h, minuit, l'idéal, c'est déjà de dormir avant minuit. Généralement, moi, je conseille dormir avant minuit. C'est avant minuit. Voilà. Avant minuit. Au moins dormir les 3 heures. Si la personne, toutefois, va se lever et manger à 4 heures. Si elle a dormi de minuit à 4 heures, elle a déjà une bonne dose de sommeil réparateur. C'est-à-dire, il y aura des sécrétions d'hormones de croissance et sommeil physiologique. Donc, elle a dormi 4 heures. Elle peut reprendre son sommeil après, voilà. Donc ça, au moins, elle a une partie voilà, qu'elle a assurée par rapport à sa récupération optimale et qui est très importante. Mais si la personne envisage de dormir à 3 heures ou 4 heures, et même si elle prolonge jusqu'à 10 heures ou 11 heures du soir, elle aura pas le même effet. Le sommeil n'aura pas le même effet physiologique que de le faire avec des intervalles aussi. Voilà, c'est dans ce, je sais pas si vous avez eu le. Non, très bien. C'est très bien. C'est bien expliqué avec ça. Ok. Maintenant, c'est quoi le menu idéal après une séance de sport pendant Ramadan? Est-ce qu'on zappe shorba et le jouez comme on a l'habitude de faire? Difficile. Oui, c'est très difficile à faire. Ou bien est-ce qu'il y a d'autres alternatives à avoir? En fait, avant de parler de ça, j'aimerais insister sur un point qui est très important, qui est l'environnement. L'environnement où on vit, l'environnement où est-ce qu'on va faire le ftar seul ou en famille? Donc c'est une très bonne question, et il va falloir là justement faire beaucoup de concessions si la personne veut tenir à ses objectifs qui sont généralement mis en stand-by, si on parle d'objectifs de recomposition corporelle, prise de masse, perte de gras, augmentation de performance, tout ça on met de côté. Donc si on prend ce principe-là, la personne tout simplement elle va quand même donc rester avec sa famille, manger ce qu'il y a à manger, donc puisque si on trouve des aliments sur la table, forcément donc on sera appelé à manger certaines quantités. Le seul facteur qu'on peut gérer, ça sera l'aspect quantitatif. Bien sûr, quantité, quand on parle de qualité, on va pas dénigrer la qualité de ce qu'on mange, c'est clair. Sûr. Mais après, si on parle du sportif, encore une fois, ça dépend quel type de sport, parce que la nutrition du sport change en fait, il y a une nutrition de l'activité physique sportive qui est orientée vers les sports de force ou sport d'endurance. Donc c'est complètement autre chose. C'est deux nutritions complètement différentes. C'est-à-dire en termes d'apport, en termes d'apport calorique, de macronutriments et tout, ça change complètement. Donc déjà, ça dépend. Le sportif, qu'est-ce qu'il cherche? Quel type de sport? Est-ce que c'est un marathonien ou est-ce que c'est un haltérophile? C'est complètement différent. Maintenant, si on prend des recommandations générales,
فوق الفطور généralement si on parle de macro pour rester très superficiel sur parce que les recommandations sont généralement très spécifiques donc c'est individuel. Si on donne des recommandations générales pour un sportif lambda donc amateur qui s'entraîne juste comme ça donc avant le fطور une petite séance, généralement il doit privilégier d'abord les glucides qui sont les sucres complexes généralement qu'on retrouve dans le pain, les céréales, dans ce qui est pâtes, riz et tout. Pain complet de préférence, voilà parce que c'est bon raffiné, oui. Ensuite, c'est aussi très important, voire même indispensable, c'est les protéines. Voilà, si la personne fait du sport, d'autant plus. Et spécialement si elle fait de la musculation, là c'est obligatoire. Donc il faut qu'elle mange des protéines pendant le fطور. Donc parce qu'il y a une fenêtre en fait on va pas dire ça parce que généralement il y a un volet qui s'ouvre après la séance de sport qu'on appelle la fenêtre métabolique, mais finalement c'est pas une fenêtre, on peut considérer ça comme un portail parce que le timing il n'est pas aussi très important de manger immédiatement après la séance. On peut manger 4 heures après, il y a pas de problème. Mais le souci Ramadan c'est qu'on a jeûné pendant déjà 16 heures. Donc c'est dans ce sens que il faut faire le plein de réserve le plus rapidement possible. Quand on dit le plus rapidement, c'est pas 5 minutes après. Pour en faire comprendre, une demi-heure ou 1 heure après, parfois même 2 heures après ou jusqu'à 4 heures, parfois si on arrive à tenir. La journée, comment on l'a passé aussi c'est important. Donc glucides, voilà, donc une assiette qui peut comprendre des glucides, aussi des protéines sous forme de bœuf, de poulet, de protéines animales en général parce qu'il y a les acides aminés essentiels. Et par rapport aux protéines végétales? Oui, aussi bien sûr. Donc l'idéal c'est d'associer les deux, c'est-à-dire d'avoir les deux profils d'acides aminés essentiels et non essentiels, donc dans le végétal et dans l'animal. Le végétal, on va le trouver principalement dans les légumineuses, dans certaines plantes, dans certains céréales aussi, voilà, on peut le trouver facilement. Et l'animal aussi est très important, c'est-à-dire le poulet, le poisson, les œufs et tout. Donc ça, c'est pour avoir une bonne portion de protéines qui est très importante. Et bien sûr, sans oublier les fibres qui généralement on trouve dans les fruits et légumes. Donc, il ne faut pas négliger l'apport en fruits et légumes, l'apport en vitamines minéraux dans les fruits et légumes aussi, l'apport en eau, puisque la personne peut être éventuellement prédisposée à une déshydratation. On ne sait pas comment elle a fait sa séance de sport, dans quelles conditions. Est-ce que c'est dans des conditions humides, de chaleur, donc ça dépend. Heureusement, donc dans donc il n'y a pas eu beaucoup de chaleur, donc il n'y a pas eu un taux d'humidité aussi très élevé, donc ça va. Donc on arrive à bien gérer, même si on fait un autre sport, généralement c'est pas à midi ou à 1 heure, donc autrement ça va être problématique. Voilà, donc s'hydrater, pas forcément avec de l'eau, donc des fruits et légumes contiennent de l'eau, faut toujours le rappeler, et ne pas se gaver beaucoup de liquide, donc d'eau, voilà, c'est généralement, ça crée beaucoup de désordre au niveau digestif. Oui. Et voilà, donc sinon manger varié, c'est ça. Très bien. Donc voilà, sportif, une assiette idéale, c'est un petit peu de pâtes, par exemple, on va dire, voilà, par exemple, complète, c'est l'idéal, une salade. Et source de protéines. Tout à fait, oui, une source de protéines. Et elle peut aussi manger des fois le ksara, l'achar avec sa famille, un petit morceau, c'est pas toute la... Oui. Voilà, parce qu'en fait, c'est ça, c'est pour ça que je vous ai dit, l'environnement qui est hyper important dans ce sens, c'est-à-dire la personne pour qu'elle se sente pas marginalisée ou qu'elle fait pas elle a un objectif, elle doit se focaliser sur son riz, dinde, brocoli, non, pendant Ramadan, pendant Ramadan, généralement, c'est les gratins, c'est le bourek, c'est ce genre d'aliments qui sont délicieux au goût. Donc la personne va pas être quand même privée à 100%. Et vu qu'on a dit que les objectifs en termes de restructuration du corps et tout vont être mis, faut savoir en fait Ramadan baisser un petit peu le rythme et ne pas se concentrer, se focaliser sur ses objectifs à 100%, mais savoir trouver l'équilibre des choses et le volet aussi qui est très important, familial, convivial, donc manger certains aliments qui vont pas revenir peut-être après Ramadan, c'est ça. C'est-à-dire le côté plaisir, il faut pas l'oublier pour que la personne revienne motivée après Ramadan et qu'elle puisse continuer. Donc normalement, c'est pas en 4 semaines, moi je le dis généralement avant Ramadan, je leur dis c'est pas en Ramadan que vous allez métamorphoser toutes vos habitudes, changer vos habitudes alimentaires. Non, ça se passe pas comme ça. C'est un travail sur le long terme. Donc Ramadan, c'est une exception, mais ça ne veut pas dire c'est une exception qu'on va manger n'importe quoi, des quantités astronomiques. Bien au contraire. Donc au contraire, c'est un mois où on peut gérer
nos apports caloriques, nos apports alimentaires en général, et rester en bonne santé. Parce qu'après, Surtout, c'est le but ultime. Oui. Tout à fait, très bien. Merci beaucoup. Maintenant, la question que, on va dire, phare pour ce mois de Ramadan, on associe toujours faire du sport et brûler les calories facilement pendant Ramadan. Qu'est-ce que vous en pensez de cette idée-là? Oui, c'est une question qui revient souvent. Oui. Il y a généralement, il faut voir les choses comme ça. C'est-à-dire, il faut comprendre un principe en fait. C'est un principe qui est très important en nutrition, que peut-être beaucoup n'ont pas encore assimilé. Peut-être, c'est le principe de la balance énergétique. C'est-à-dire, la balance énergétique veut dire tout simplement que si la personne va consommer plus que ses dépenses quotidiennes, dépenses journalières, à savoir le sport, autre chose, pas que l'activité physique organisée, même l'activité physique spontanée ou non spontanée, donc ça rentre aussi dans la dépense énergétique totale, le métabolisme basal. Non spontané, c'est-à-dire marcher beaucoup, monter les escaliers. Marcher beaucoup, c'est gestuel que vous êtes en train de faire, c'est de la dépense en plus. C'est les mouvements non volontaires, c'est aussi en fait, il faut savoir que le tractus digestif, il lui faut de l'énergie pour assimiler certains aliments. Donc, il faut de l'énergie. Il y a aussi le métabolisme de base, c'est-à-dire c'est l'énergie minimum pour que l'organisme continue à survivre. C'est-à-dire pendant le sommeil, par exemple, les organes vitaux continuent à fonctionner. Le cerveau, les poumons, le cœur. Donc, tout ça, faudrait un minimum d'énergie pour qu'il puisse fonctionner. Donc, tout ça, c'est des dépenses. Après, si on prend le principe de consommation d'énergie, ça vient principalement sous forme d'aliments. Donc, c'est ce qu'on ingère comme calories. Et cette balance énergétique, quand elle est au positif ou au négatif, c'est ce qui va définir notre prise ou perte de poids. Donc, ça, c'est le principe fondamental en nutrition humaine. Voilà, parce que généralement, ça tarde beaucoup sur des détails, alors que finalement, le principe de base, c'est l'énergie, la balance énergétique. La loi de thermodynamique, on peut appeler ça comme ça. Donc, si la personne consomme, c'est-à-dire elle va manger, faut que les dépenses taha, tout simplement va prendre du poids. Maintenant, si c'est l'inverse, c'est vrai, donc et vice versa. C'est-à-dire si la personne elle va dépenser plus que ce qu'elle va consommer dans la journée, elle va perdre du poids. Voilà. Mais après, il y a des nuances, bien sûr. Si on parle de perte de poids, il y a perte de poids et ensuite perte de gras. C'est-à-dire, vaut mieux préciser pour un sportif. Voilà. Le sportif, généralement, il cherche à perdre du gras, qui est un tissu adipeux. Donc, il veut se débarrasser plutôt de la graisse et prendre de la masse musculaire, voire conserver de la masse musculaire. Donc, ça, c'est une distinction très importante. Maintenant, par rapport à la prise de poids, généralement c'est la prise de muscle. Quand on parle de prise de poids, on veut pas prendre de l'eau, on veut pas prendre de la graisse. Voilà, donc c'est généralement, il faut préciser. Maintenant, donc revenons à Ramadan. Donc il y a beaucoup de personnes qui disent voilà, donc vu qu'on mange moins, pour certains, voilà, on va y revenir, vu qu'on mange moins, on va perdre du poids. C'est vrai. C'est-à-dire, indépendamment de Ramadan, si on mange moins que nos dépenses, tout simplement, on va perdre du poids sur le long terme. Si on parle bien sûr d'un principe sur le long terme, parce que la perte de gras devrait être sur le long terme. Donc c'est un process qui devrait être lent, parce qu'autrement ça sera dangereux. Si on veut perdre du poids sur le court terme, ça veut dire qu'on a sacrifié beaucoup de choses. On risque d'être en carence parce qu'on a fait des régimes sévères, de la restriction alimentaire, et on risque donc de perdre énormément de poids et de la graisse et du muscle et de l'eau. Donc ça c'est problématique. Mais si on vise une perte de graisse, là c'est autre chose. On va focaliser sur une gestion des aliments, du sport, c'est obligatoire. Le sport revient toujours, hein, donc ça c'est très important. Et le sommeil, c'est-à-dire le sommeil va quelque part optimiser tout ça. C'est-à-dire s'il n'y a pas le sommeil, les deux autres facteurs seront probablement annulés. Ça fait peur. Hein. Oui, tout à voilà. fait. Donc suffit pas juste de dire manger et bouger, c'est tout. Manger, bouger et bien dormir. Donc les trois vont ensemble. Donc Ramadan, donc si la personne arrive à gérer ses quantités, la fenêtre c'est-à-dire entre 20h et Sahur, si elle arrive à manger des petites quantités et elle a une conscience par rapport à ses calories, c'est-à-dire parce que le principe c'est l'unité d'énergie, donc si elle a on va dire une idée sur ce qu'elle mange en termes de calories, une idée, elle n'a pas forcément calculé, on n'est pas dans cette optique-là, parce que c'est pas tout le monde qui peut le faire. Et une personne lambda, donc il veut justement quantifier ce qu'elle mange par portion ou par calorie, donc ça serait bien de savoir et de noter, que ça soit dans sa tête ou dans un agenda, de savoir est-ce qu'elle a effectivement consommé moins par rapport à ce qu'elle a dépensé.
C'est très important parce que généralement, il y a beaucoup de personnes qui, ikhlas Ramadan, ils se disent j'ai pris du poids. Ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi. Ça. Pourtant, ils se disent j'ai fait du sport, voilà, j'ai fait du sport, j'ai mangé et j'ai pris du poids. Mais après, quand on dit équilibré ou rééquilibré, ça ne suffit pas parce qu'en fait, là, le côté quantitatif, on l'a ignoré. Alors que ce qui définit notre prise ou perte de poids, encore une fois, c'est l'aspect des quantités. C'est-à-dire combien tu as mangé, que vous mangez très bien de qualité, c'est ok. Mais après, est-ce que vous avez pendant le ftar, si vous avez doublé vos quantités ou si vous avez mangé plus que d'habitude, on peut être en surplus calorique, c'est-à-dire manger plus que nos dépenses. En l'espace de même pas 3 heures, hein. Alors là 6 heures, 7 heures, on peut être vraiment surplus. La tentation après, exactement, oui. Donc parce que à l'èche on privilégie généralement les gens, ils privilégient les aliments à densité énergétique élevée, c'est-à-dire ça se passe généralement au Sahara. Généralement c'est les gens qui mangent beaucoup de qalbellouz, mais ils mangent avec des quantités, c'est-à-dire un morceau de qalbellouz va rien te faire parce que il est probablement quantifié dans tes calculs. Peut-être tu as conscience que tu as pris un morceau de qalbellouz, mais ça représente rien face à ce que tu as mangé en global. Mais si tu prends 2 ou 3 ou 4, parce que voilà, c'est des aliments qui sont hyper bons, donc on a envie d'ajouter. Là va falloir faire attention. Donc mon conseil, c'est généralement de limiter tout ce qui est aliments justement qui sont avec une hyper palatabilité, c'est-à-dire qui sont hyper bons au goût et qui soient pas tout le temps présents dar. Voilà, parce qu'on revient toujours à l'environnement. Exact, parce que si l'aliment il est là, si l'aliment est présent, la personne sera forcément tentée, surtout pendant Ramadan. Pourquoi? Parce que les fringales généralement sont plus voilà, donc il y a des perturbations hormonales, spécialement si la personne n'a pas dormi la veille, donc parce qu'il faut savoir qu'il y a un lien, une corrélation directe entre le manque de sommeil et les perturbations hormonales, surtout les hormones de faim, c'est-à-dire la leptine et la ghrelin. Donc c'est deux hormones qui sont en fait antagonistes. Donc il y a la faim, il y a la satiété. Donc si la personne dort mal, elle peut le lendemain, elle sera tentée de manger un peu plus, d'être plus gourmande, et elle se pose des fois des questions pourquoi, parce que tout simplement c'était ces perturbations au niveau de ces hormones, même l'insuline. Il faut savoir que la personne, si elle dort mal, une privation de sommeil, le lendemain il y a des perturbations au niveau de la sensibilité à l'insuline. Donc c'est pour vous dire que le sommeil effectivement est lié aussi à la prise alimentaire. Voilà. Donc c'est ce qu'il faut prendre en considération, c'est limiter tout ce qui est aliments, donc industriels, transformés et tout, limiter, pas enlever, c'est très important de ne pas enlever, voilà, encore une fois, exact, et avoir une petite portion de temps à autre, c'est ok, bien au contraire, c'est encouragé de le faire, et voilà, privilégier les aliments de qualité, c'est-à-dire, donc, comme on vient de le dire tout à l'heure, les protéines, tout ce qui est vitamines, minéraux, les fruits, les légumes, les graines, les céréales, voilà, donc équilibré, c'est-à-dire vraiment un peu de tout pour faire une assiette variée. Faire une bonne assiette variée, donc un quart de protéines par exemple, c'est l'assiette généralement d'un sportif, un quart de protéines, un quart de fruits et légumes et un quart de voilà, donc de glucides, généralement un peu plus de glucides en général pour le sportif, et il peut remanger le soir une petite collation de fruits, voilà, ça peut être aussi de la protéine, ça peut être de la protéine assimilation rapide comme de la whey protéine, qui est une protéine très intéressante sur le plan digestif et de qualité, c'est-à-dire la valeur biologique elle est élevée, donc elle peut faire ça, consommer avec un fruit, des petits oléagineux, des amandes, un peu de noix et tout, une petite poignée, pas aussi. 2-3 poignées, donc c'est toujours une question de quantité. Donc il faut savoir modérer les quantités. Donc finalement les idées reçues qui disent que voilà, j'ai jeûné pendant 16 heures, après je peux me permettre de manger ce que je veux parce que j'ai brûlé. Non, c'est archi faux en fait, c'est archi faux. Pourquoi? Parce qu'en fait le jeûne intermittent ou le jeûne prolongé ou le jeûne, peu importe le type de jeûne, puisqu'on fait du jeûne religieux, donc ce n'est pas thérapeutique en sens propre, c'est religieux, donc c'est autre chose. Mais le jeûne en général, ce n'est pas quelque chose de magique. C'est-à-dire, il faut pas croire que puisqu'on a jeûné, on peut se permettre de manger ce qu'on a. C'est après qu'il faut le exact. gérer. Il faut savoir gérer les 24 heures. C'est-à-dire, à savoir le sommeil est impliqué. Là, les dépenses journalières sont impliquées puisque ça va peut-être perturber la balance énergétique, donc c'est lié, et aussi ce qu'on mange, bien sûr. Donc ces trois facteurs-là c'est important. Mais pour simplifier les choses et dire que voilà, la personne, tout simplement, si elle a vu elle s'est pas dépensée pendant toute la journée, elle est sédentaire, raison de plus pour qu'elle modère ses quantités. Mais si la personne elle est
un grand sportif ou elle fait du sport tous les jours et tout, ben là justement elle va ajuster selon ses dépenses. Voilà, c'est à partir de là qu'on peut dire qu'on a maintenu notre poids au pris du poids, aux pertes de poids. En général, il y a beaucoup de personnes qui prennent du poids après Ramadan, tout simplement parce qu'on dans une petite fenêtre de 6-7 heures, elle va manger 2000, 3000, 4000 kilocalories, alors qu'elle énorme. Dépense 2000. Donc logiquement, elle est dans le surplus. L'excès calorique, c'est ce qui fait prendre le poids. Très bien, merci beaucoup en tout cas pour toutes ces précisions. Maintenant, c'est bon, on se projette Khlas Ramadan, ça y est, Aïdna, et on a envie de quand même reprendre le sport. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques astuces pour reprendre le sport et ne pas arrêter surtout? Oui, c'est généralement si la personne a suggéré, c'est très important. Donc si elle a suggéré son rythme global, que ça sur tous les plans, c'est-à-dire même le volet stress rentre en jeu, c'est très important, la gestion de stress, comment elle a géré son quotidien, son travail, sa vie de famille, tout ça impacte après Ramadan. Le manque de sommeil, est-ce qu'elle a une insomnie qui était plus ou moins chronique, donc est-ce qu'il s'est fait sur plusieurs journées ou elle s'est fait rarement, ça aussi c'est important. Qu'est-ce qu'elle a privilégié comme aliment, est-ce qu'elle mangeait de la plupart du temps de mauvaise qualité ou pas, et est-ce qu'elle faisait son sport d'une manière intense mais elle assurait pas la récupération derrière. Donc tout ça compte, parce que généralement on le voit pas la première semaine, c'est le corps il s'adapte, mais après à un certain moment il va nous dire il faut assurer derrière une gestion de fatigue. Donc généralement la fatigue elle est cumulée parce qu'on a négligé d'autres facteurs. C'est-à-dire que généralement, c'est pour ça que c'est important de savoir doser et de trouver justement un équilibre entre plusieurs choses et savoir appuyer sur la pédale de frein en général. C'est-à-dire que ce soit le sport, il faut pas aller d'une manière à outrance, c'est-à-dire le sport à 22h, 23h avec une intensité incroyable. Généralement après Ramadan ça va être un peu difficile de reprendre et parfois donc il y a un petit arrêt, mais généralement quand il y a un arrêt après Ramadan d'une semaine, ça pose pas de problème, parce que le sport il faut le voir comme ça, c'est-à-dire c'est pas en faisant voilà, exactement, ce n'est pas une contrainte, c'est très important, et puis qu'on puisse faire le sport sur le long terme, il faut que ça soit pas une contrainte. Donc il faut que ça soit une activité de plaisir, comme faire autre chose, comme un hobby, comme comme jouer de la guitare, ou il faut que ça soit une activité vraiment qui est plaisante et qu'on aime bien faire, qu'elle soit pas imposée, ça c'est très important. Donc mais sinon si la personne elle est dans cette philosophie, elle va reprendre son sport normalement après Ramadan, ou ce n'est pas de l'addiction, c'est autre chose, l'addiction au sport, mais on parle d'une personne qui a intégré le sport dans sa vie quotidienne. C'est deux choses complètement différentes. C'est-à-dire, c'est pas qu'elle peut pas s'en passer sinon elle va mourir, c'est pas dans ce sens. Bien sûr. Mais le sport va lui faire du bien sur les autres aspects de sa vie, et pourquoi pas. Donc faut pas que ça soit une contrainte, c'est très important. Donc après Ramadan, elle peut reprendre son sport normalement et au contraire, donc si les personnes qui ont pu gérer leur activité physique pendant Ramadan, ça va être beaucoup plus facile. Généralement, ils reviennent beaucoup plus fort qu'il l'était avant Ramadan. Très bien. Donc ça, on l'a constaté chez certains pratiquants de musculation qui veulent reprendre leur performance, et c'est incroyable comment en une semaine ils reprennent rapidement, parce que il y a un principe en fait physiologique, c'est par rapport à, on appelle ça le rebond glucidique pour certaines personnes qui s'y connaissent en bodybuilding par exemple, qui font généralement donc des rebonds glucidiques, donc ils se retrouvent à manger des glucides et à aller s'entraîner. Donc ils retrouvent facilement leur énergie parce que ils ont il y a la congestion musculaire qui est là, donc les principes métaboliques sont là, et voilà, donc c'est pour ça que le sport et la nutrition vont ensemble là, donc c'est lié. Ouais. Très très bien. En tout cas, je vous remercie infiniment. Merci à vous pour toutes ces informations très pertinentes. Merci. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Il y a nos auditeurs et téléspectateurs qui voudraient vous contacter. Où est-ce qu'on pourrait vous retrouver? Est-ce que vous pouvez les regarder? Ils sont là, juste en face. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, bien évidemment, sur Instagram, sur Facebook et YouTube. Donc Très sur bien. DZ Fitness et Nutrition. Après, bien sûr, le Instagram, c'est toujours, il y a toujours les comment on appelle ça, les tirés de 8. Donc c'est pas DZ Fitness et Nutrition, donc c'est DZ Fitness, donc c'est attaché. Ensuite, il y a le tiré de 8. Ensuite, il y a le end
A-N-D, ensuite il y a le tiré de 8, ensuite il y a la nutrition. On sait jamais. Très bien, vous avez très bien de préciser. Voilà. Très Instagram, généralement, faut préciser. Après, pour Facebook et YouTube, c'est clair. C'est DZ Fitness et Nutrition. D'accord, voilà, très bien. Donc, s'ils veulent vous contacter, oui, s'ils veulent un plaisir, coaching personnalisé. Oui, Inch'Allah, oui. Bon, le service, il est un peu limité en ce moment, mais après. Non, je parle après Ramadan. Oui, Inch'Allah, après Ramadan, mais généralement, s'ils vont trouver pas mal de choses au quotidien, c'est-à-dire, j'essaie de mettre du contenu quotidiennement, spécialement Instagram, avec les stories et tout, donc je trouve ça fabuleux, et j'interagis beaucoup avec les internautes, donc n'hésitez pas. Très bien, très bien. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Retrouvez notre émission sur Instagram, Twitter, Facebook, sur SoundCloud et sur radio-m.net, et à la semaine prochaine. Retrouvez Dr M avec Masservie. Masservie, assurance vie, voyage, santé. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.